Ouvrir cette session ou cette série de webinaires que nous organisons à l'occasion de la Journée internationale de droit, aux droits de l'homme. C'est une journée déjà importante pour nous, pour tous les défenseurs des droits de l'homme. C'est une journée importante pour l'humanité, parce que c'est aujourd'hui que la Déclaration universelle de droits de l'homme, le professeur va même revenir sur cette déclaration pendant son intervention, que cette déclaration a été adoptée. Si vous permettez, une brève présentation avant que je ne donne la parole au professeur, en attendant d'autres participants, parce que certains ont signalé un petit retard de 10 minutes. J'espère qu'à 10, on peut démarrer avec le professeur. Alors, au nom de Haki Institute, qui est une organisation œuvrant dans le domaine de droits de l'homme, paix et règlement de conflits, mais aussi la protection de l'environnement, je vous souhaite la bienvenue dans notre série de webinaires. Cette journée n'est pas seulement commémorative, le 10 décembre 2025, elle nous oblige à être lucides, responsables, évaluer l'état réel des droits de l'homme, analyser ce qui fonctionne, admettre ce qui échoue et réfléchir sur ce qu'il faut reformer. Ces cycles que nous ouvrons aujourd'hui est un espace de réflexion rigoureuse et utile, loin de discours abstraits et décoratifs. Pour inaugurer ces cycles, nous avons l'honneur d'accueillir le professeur Xavier Philippe, éminent spécialiste en droit public et justice transitionnelle. Pour une brève présentation, il est professeur à l'université Paris-Panthéon. Il est spécialiste, comme je l'ai dit, en justice transitionnelle et droit constitutionnel appliqué. Il a travaillé en Afrique du Sud. Il a travaillé en Afrique du Sud auprès de l'Assemblée nationale constituante et de la Commission Vérité et Réconciliation. Il est également cofondateur de l'Institut francophone pour la justice et la démocratie. Son expertise s'inscrit dans l'analyse concrète de réalités institutionnelles, de défis de gouvernance et de mécanismes qui permettent l'effectivité de droits fondamentaux. Les thèmes d'aujourd'hui est central. L'effectivité des droits de l'homme promue par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quelles solutions lorsque les institutions sont défaillantes? Le recours à la justice transitionnelle. Depuis 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme est un socle normatif mondial. Elle inspire constitution, convention internationale, réformes politiques et même publiques. Mais que vaut un droit si l'institution censée le garantir n'existe plus ou ne fonctionne plus? Dans de nombreux pays, surtout en Afrique, nous faisons face à des réalités structurelles. Institutions fragiles, affaiblies, système judiciaire parfois dysfonctionnel, administration incapable de protéger ou d'agir, contexte de conflit ou post-conflit où les violations s'accumulent. C'est donc dans toutes ces situations, il suffit juste de proclamer de droit. Il faut inventer des mécanismes ou penser des mécanismes alternatifs pour le rendre effectif. Je ne veux pas être long sur cette présentation. Je pense que le professeur, sur le fond, il va nous donner plus de matière. Sans plus tarder, comme il est déjà 9, cher professeur, déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Nous aurons parmi les participants plusieurs jeunes, principalement du Kivu, mais aussi d'autres coins du monde, en Afrique principalement, et aussi de Grands Lacs. C'est pour nous un plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour bénéficier de votre expertise. Cher professeur, vous avez la parole. Je vous prierai, chers participants, de couper le micro et progressivement commencer déjà à poser les questions dans le chat parce que pour ne pas avoir de perturbation de connexion, on lira les questions dans le chat au lieu de donner la parole, ce qui nous prendra peut-être plus de temps parce que le professeur ne sera pas avec nous pendant longtemps. Merci beaucoup. Bien à vous, professeur.
Merci, cher Giscard. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous reçois. D'accord. J'ai quelqu'un qui parle en arrière-fond, là, en arrière-bruit de fond. Est-ce que tout le monde a bien coupé son micro? Oui, ça a l'air de fonctionner. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je remercie le Haki Institute de m'avoir invité à présenter en ce jour anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme un thème sur la justice transitionnelle et bien évidemment, je vais essayer de faire un lien entre cette journée anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, pour votre information, vous savez peut-être, la Déclaration des droits universelle des droits de l'homme date du 10 décembre 1948 et c'est donc une déclaration qui a plus de 70 ans aujourd'hui, même 75. Donc un texte fondateur en droit international. Alors ça n'était pas évidemment la première déclaration des droits de l'homme qui existait. On pense évidemment ici à la Magna Carta ou en Angleterre, ou encore à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France en 1789. Et là, c'est le premier instrument qui essaye de concrétiser un certain nombre de droits qui appartiennent, et c'est nouveau, à l'individu et non plus aux États. Les États sont chargés de mettre en œuvre ces droits. Alors, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, juridiquement, ce n'est pas un texte qui est opposable, ou en tout cas dont on peut se réclamer directement, tout simplement parce que, comme vous l'avez vu, son nom indique qu'il s'agit d'une déclaration et non pas d'un traité. Donc, elle a valeur de guide, on dirait aujourd'hui de ligne directrice, mais juridiquement, ce n'est pas la Déclaration universelle des droits de l'homme qui, sur le plan international, permet la mise en œuvre des droits fondamentaux. Et là, il faut se retourner sur deux textes qui ont été adoptés, deux traités. Alors, ceux-là sont opposables, qui sont qu'on appelle les pactes onusiens de 1966. Le premier est la déclaration, le pacte sur les droits civils et politiques de 1966, et le second est le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels. Alors, quand on regarde d'ailleurs le contenu de ces pactes, qui sont des traités, ils reprennent quand même assez largement ce qui est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce qui fait que si le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme n'a pas une valeur juridique propre, en revanche, les textes qui la mettent en œuvre, eux, en ont une. Et si je veux rentrer aujourd'hui dans le vif du sujet, plutôt que de vous parler véritablement du contenu de cette Déclaration universelle des droits de l'homme, il faut quand même immédiatement se poser la question de l'effectivité des droits. C'est-à-dire que les droits fondamentaux, comme on les appelle aujourd'hui, ce sont des droits qui appartiennent à tout individu, quel que soit son genre, sa race, son sexe, enfin, vous pouvez prendre toutes les distinctions que vous voulez, ça ne change rien au fond. Ce sont des droits qui ont été à la fois reconnus par les textes internationaux, je le disais un instant en parlant des pactes onusiens de 1966, mais également par nombre de textes nationaux qui ont ou qui se sont inspirés de ces textes pour les inclure dans leur constitution nationale ou dans les lois nationales. À tel point que certains États, d'ailleurs, ne se sont pas cassés la tête et ont purement et simplement adopté comme déclaration ou charte des droits fondamentaux dans leur constitution la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce qui conduit à considérer que dans ces États-là, la Déclaration universelle des droits de l'homme, contrairement à ce que je vous ai dit sur le plan international tout à l'heure, elle a une valeur nationale, puisque c'est la Constitution qui l'a reprise. Alors, c'est assez peu fréquent, mais certains États, notamment sur le continent africain, l'ont fait, et donc considèrent que la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est en quelque sorte un pacte fondateur qui permet aux individus de réclamer leurs droits. Alors, contre qui? Ben, essentiellement contre l'État, mais également contre toute personne qui y porterait atteinte. Alors, on voit très bien que cette reconnaissance par les textes internationaux, les textes nationaux, elle va dépendre essentiellement d'une chose,
c'est la reconnaissance de ces droits fondamentaux qui sont inclus dans les textes qui les concrétisent, hein, qu'il s'agisse de textes internationaux ou de textes nationaux, dans le corps des systèmes juridiques. Et pour cela, évidemment, il y a une personne qui a un rôle un peu particulier, c'est le juge. Alors, le juge, il est chargé de la mise en œuvre de l'ensemble des normes, qu'il s'agisse de la Constitution, des traités, de lois. Dès lors que ces textes sont mis en œuvre, eh bien, il faut quelqu'un pour les vérifier ou en vérifier le respect. Et cette personne, c'est le juge. Alors, il y a des juges, vous le savez, de deux types. Il y a des juges nationaux. Le pouvoir juridictionnel est d'abord exercé par les juges nationaux. Et c'est souvent à travers le pouvoir juridictionnel national qu'on peut se rendre compte de l'effectivité, hein, des droits fondamentaux, voir s'il y a nombreuses questions qui sont posées au juge. Est-ce que le juge censure certains textes, certains comportements, parce qu'ils méconnaissent ces principes et ces droits fondamentaux qui sont reconnus par les différents textes dont je viens de faire mention? Bon, tout ça est quelque chose, je dirais, qui est assez connu, hein, et c'est le rôle du juge que de vérifier l'application du droit et donc de vérifier le respect des droits fondamentaux et donc des droits de la personne humaine. Mais encore faut-il que ces juges soient efficaces. Alors, les juges nationaux, les systèmes juridiques nationaux, juridictionnels nationaux, sont, je dirais, parfois de bonne qualité, voire de très bonne qualité, et puis, parfois sont de mauvaise qualité. Alors, quand je dis de mauvaise qualité, ce n'est pas nécessairement parce que les juges ne sont pas à la hauteur, mais c'est parce que les juges, soit ne sont pas assez nombreux, soit ne sont pas assez formés, en formation initiale et en formation continue. Donc, en réalité, il y a beaucoup d'États dans lesquels, malgré l'existence des juridictions et des juges, la population ne fait pas confiance aux juges. Alors, il y a évidemment eu une idée il y a quelques années qui a germé, d'ailleurs, qui a germé après la Déclaration universelle des droits de l'homme, enfin, après, juste avant, plus exactement, mais c'est qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a créé le tribunal militaire international de Nuremberg, tribunal militaire international, dont le rôle était précisément de poursuivre les criminels qui avaient méconnu ces droits fondamentaux en commettant soit des crimes de guerre, soit des crimes contre l'humanité, soit des crimes contre la paix. Donc, ces juges internationaux se sont développés. Simplement, il faut comprendre que les juges internationaux ne peuvent pas tout, surtout lorsqu'ils interviennent à une échelle ou dans une dimension planétaire. On ne peut pas tout leur demander de contrôler. Donc, il est nécessaire, je dirais, d'épauler ces juges internationaux par d'autres mécanismes qui sont assez souvent ceux des juges nationaux. Alors tout cela, me direz-vous, est assez connu. Ce qu'il faut quand même souligner, c'est qu'il y a un constat à faire, un constat d'inefficacité. Quand on regarde, je dirais, sur l'ensemble de la planète, et le continent africain est bien placé pour le savoir, et vous-même, dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'est encore plus, ces droits fondamentaux sont méconnus, violés, et souvent considérés comme des affirmations sans effet. Et évidemment, lorsque surviennent des exactions, qu'il s'agisse de conflits armés internes ou de conflits armés internationaux, on mesure à quel point il y a une espèce de décalage entre les affirmations qui sont contenues dans ces grands textes et qui semblent des affirmations solennelles, intransgressibles, et qui ne le sont pas, tout simplement parce que ceux et celles qui sont chargés de les appliquer ne le font pas. Alors, il y a une question ici qui est fondamentale, c'est de savoir à qui la faute. Qui est responsable pour ça? Est-ce que ce sont les gouvernements, parce qu'ils ne mettent pas en œuvre assez de moyens, ne mettent pas assez de fonctionnaires, notamment de juges, en place pour pouvoir faire respecter ces textes? Que ce sont les parlements qui votent les lois et qui votent des lois, mais qui ne sont pas suffisamment précises et organisées pour pouvoir permettre des poursuites contre ces violations? Est-ce que ce sont les juges eux-mêmes? Alors les juges, il y a les personnes, évidemment.
des juges, mais il y a aussi des juridictions. Bien évidemment, la question se pose aussi de la société internationale. Que fait-elle quand elle voit ces violations? Alors, j'insiste sur un point ici qui est important, c'est qu'au fond, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, lorsqu'elle a été prise, elle a été prise dans un contexte bien particulier, qui était évidemment le contexte post-Seconde Guerre mondiale, dans lequel, évidemment, des millions de personnes avaient été massacrées, alors même qu'elles n'étaient pas combattantes, et que leur seul, je dirais, le seul fait qui leur a été reproché, c'était d'appartenir soit à une race, soit à une religion, soit à un groupe, en tout cas, dont les belligérants ne voulaient pas entendre parler, ou du moins l'un des belligérants ne voulait pas entendre parler. Donc, en réalité, c'est le nombre de morts qui a fait en quelque sorte que cette Déclaration universelle des droits de l'homme, vous notez le mot universel, hein, c'est-à-dire qu'il s'applique partout et en tout temps, sans considération de lieu, sans considération, je dirais, de spécificité locale. On a voulu, par ces textes, signifier que la personne humaine, l'être humain, en tant que tel, quel qu'il soit, où qu'il soit, a quelque chose de sacré, d'irréductible, et que ses droits ne peuvent pas être méconnus. Vous connaissez évidemment la situation concrète, malgré ces affirmations, il y a quand même un écart, et un écart majeur, parce que la justice ne peut pas être rendue. Alors pourquoi elle ne peut pas être rendue? On va en parler dans quelques instants, mais en gros, ce qu'il faut garder ici à l'esprit, c'est cette idée que finalement, le rôle majeur qui doit être joué par le juge, c'est de garantir les droits lorsqu'ils sont méconnus. Alors évidemment, si ces droits n'avaient pas été méconnus immédiatement, et qu'ils avaient été respectés par les autorités publiques, on n'irait pas devant le juge. Mais on va devant le juge parce que justement, eh bien, le juge ne répond pas exactement. Les conditions d'exercice des juridictions ne permettent pas de garantir ces droits. Alors, il y a tout un tas de raisons, bien sûr, et c'est ce que je vais me proposer de faire avec vous aujourd'hui, en vous expliquant que la justice transitionnelle, que je vais définir maintenant, est née un peu de ce constat selon lequel, lorsque les institutions ne fonctionnent pas, bien, il faut évidemment qu'on on trouve quelque chose d'autre qui permette, en quelque sorte, de rendre justice là où la justice n'est plus possible. Hein. Un petit peu comme si vous rouliez sur une route avec un véhicule, et puis à un moment, il n'y a plus de route. Est-ce que vous pouvez continuer à rouler alors qu'il n'y a plus de route? La justice transitionnelle, c'est un peu cette idée selon laquelle, quand il n'y a plus de justice ou il n'y a pas de justice, ben, il faut quand même en créer une. Et au fond, cette justice transitionnelle, elle est née, hein, il faut le comprendre, de cette idée qu'il faut absolument trouver un moyen de faire respecter les droits fondamentaux tels qu'ils ont été garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi par les constitutions, par les textes nationaux, peu importe. Il y a une obligation qui pèse de respecter, de faire respecter ce. Alors la justice transitionnelle, elle repose sur quelque chose d'assez simple, qui est de penser la justice autrement. C'est-à-dire qu'on se trouve devant une situation où, vous pouvez l'imaginer facilement, il n'y a pas de juge, ou il n'y a plus de juge, ou en tout cas, les juges qui sont là, on ne leur fait pas confiance. Donc, que fait-on lorsque l'on se trouve devant une situation où, au fond, le pouvoir juridictionnel est défaillant? Vous voyez que d'ailleurs le mot justice transitionnelle est composé de deux termes, le terme justice et transition. Et au fond, cette justice, elle est née dans les espaces post-crise ou post-conflictuels, et elle a essayé d'imaginer, je dirais, une réponse qui n'existait pas encore, et qui va sortir évidemment des réponses institutionnelles classiques. Alors pour comprendre, si vous voulez, les deux termes, c'est simple. La justice, hein, c'est ce qui est juste. Alors le problème, c'est que quand on parle de la justice,
Si vous demandez à un médecin quelle est sa définition de la justice, il ne va pas vous donner la même réponse qu'un juriste. Hein. Pour le médecin, ce sera, je dirais, l'égal accès aux soins pour tout le monde. Il dit pas c'est la justice médicale. Et puis le juriste, lui, va en réalité se fonder soit sur le respect de la règle de droit, soit sur l'équité, enfin sur différentes possibilités, mais les réponses ne seront pas du tout les mêmes d'une science à l'autre. Donc la mot justice ici a englobé ou englobe une définition de la justice qui dépasse celle que nous avons l'habitude d'utiliser avec la justice judiciaire. Le deuxième terme, c'est le mot de transition, c'est-à-dire que la justice transitionnelle, c'est une justice qui s'exerce en période de transition, lorsque le conflit ou le combat a cessé, mais que la transition ne permet pas encore de faire fonctionner la justice. Donc, on n'a pas de pouvoir juridictionnel qui est en état de fonctionner. Alors, pourquoi en fait ce débat? Il y a trois raisons, trois propositions qui sont assez simples à comprendre et que je vais vous présenter, mais qui expliquent qu'on ne peut pas fonctionner dans ces périodes de transition qui sont des périodes instables, insolubles, où il y a encore de la violence, où il est très difficile de faire respecter les institutions parce qu'il manque de fonctionnaires, il manque de juges, toute une série de raisons qui font que la période de transition, c'est une période à haut risque. Et on va quand même essayer de faire de la justice, alors même que les éléments caractéristiques de l'État sont partiellement déficients encore au stade où on en parle. Alors, les prémices du débat reposent sur trois propositions classiques. Le premier constat, premier point, c'est l'impuissance de la justice dite classique. La justice dite classique, c'est-à-dire la justice judiciaire, la justice pénale, ne fonctionne pas. Alors pourquoi elle ne fonctionne pas? Il y a différentes raisons. Mais soit c'est parce qu'il n'y a pas assez de juges, soit parce que les juges ont été nommés par l'ancien système et sont corrompus, soit tout simplement, et ça on n'y pense pas assez, c'est parce qu'il y a trop de violations pour pas assez de juges. Il faut savoir qu'un juge qui travaille, je dirais, régulièrement, par an, il va rendre une centaine de décisions, hein, entre 100 et 150 décisions. Alors, évidemment, ça dépend de des difficultés des décisions, mais on considère qu'un juge qui travaille, enfin, qui fait une centaine, entre 100 et 150 décisions par an, c'est plutôt un bon juge, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait son travail. Le problème, c'est que, évidemment, si vous avez un nombre de violations qui est beaucoup plus énorme, qui est beaucoup plus gros que ce qui est je dirais la tendance habituelle en période normale, quand on n'est pas en période de conflit, ou quand on n'est pas encore en période post-conflictuelle, ben, on se rend compte évidemment qu'il va y avoir un décalage. Et que même si vous avez encore des juges, la charge de travail qu'on va imposer à chaque tribunal rend impossible une forme de justice dite classique. Donc, alors, ce dont je vous parle, ce sont des éléments extrêmement matériels. Alors, il y a quelques éléments juridiques, bien évidemment, mais ça, on peut toujours les régler en adoptant une nouvelle législation. En revanche, les éléments matériels, là, ils posent différents types de problèmes. La deuxième chose qu'on constate lorsque on est confronté à ce genre de situation, c'est l'inaction des pouvoirs publics, des autorités publiques. Alors, les autorités publiques sont toujours très favorables à mettre en place des mécanismes originaux, hein, de justice transitionnelle, mais dès qu'il s'agit de les mettre en œuvre, ça devient extrêmement, extrêmement difficile. Et donc, on est devant une situation où, entre le bon vouloir affirmé des personnes qui souhaitent voir la justice et la réalisation, bien, il y a un écart qui est lié partiellement à l'inaction des autorités publiques. Il suffit qu'un gouvernement soit renversé et qu'il n'ait plus la même ferveur dans la forme de justice qui peut exister pour que le mécanisme lui-même devienne inopérant et inapplicable. Donc, l'idée, c'est de sortir des schémas classiques. Alors, j'insiste ici sur un point qu'on a, je dirais, évoqué déjà, c'est le nombre de violations. Un système juridique qui
habituellement fonctionne, je dirais quotidiennement, il peut absorber les violences dès lors qu'elles sont sporadiques, épisodiques, enfin, qu'il n'y en a pas trop. Si vous vous retrouvez d'un seul coup avec des centaines, voire des milliers de meurtres ou de viols, et que vous conservez le même nombre de juges, vous comprenez bien qu'il y a un écart qui va être difficilement réductible. Et en réalité, c'est là que le bas blesse, que se trouve le problème, c'est que on veut absolument faire de la justice, on veut faire de la justice qui soit la meilleure possible, dans des conditions qui ne sont pas toujours optimales. Donc, comment on fait pour réimaginer un fonctionnement normal de la situation? Ça, c'est un véritable défi. Hein. C'est un véritable défi. Alors, généralement, quand on parle de justice transitionnelle, on parle de cette forme de justice à la fin du conflit. Mais bon, la fin du conflit aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident à identifier. Parce que quand vous avez un conflit qui dure et qui perdure, vous ne savez plus nécessairement qui était là au départ, qui ne l'est plus, comment au fond les acteurs, les protagonistes fonctionnent. Et donc, il faut réimaginer la justice. Alors, la justice transitionnelle, elle part d'une idée assez simple. Elle consiste à dire, puisque les tribunaux ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent plus, puisque personne ne veut faire quelque chose, je dirais, de sérieux, eh bien, essayons d'imaginer un processus qui permette quand même d'immuniser ou en tout cas de répondre aux besoins des victimes. Et c'est là que sont nés alors, différents organes, et notamment les commissions vérité et réconciliation. Alors, on emploie ce terme de façon un peu générique, mais elles peuvent prendre des formes tout à fait diverses, hein, comme situation. Donc là il faut bien comprendre que quand on met en place une commission vérité et réconciliation, on ne met pas en place un modèle unique. Hein, c'est à chaque situation, on essaye de réimaginer une institution qui ne va pas être composée de juges, mais qui va plus exactement essayer de répondre aux besoins des victimes. Et là, il faut comprendre une chose, c'est que quand on parle de justice transitionnelle, on change de paradigme, si je puis dire. Le mot est peut-être un peu savant, mais il veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que normalement, la justice, elle cherche à punir les coupables. Donc quand vous punissez les coupables, vous cherchez d'abord à les arrêter, et puis à les faire juger. Quand vous les faites juger, c'est pour généralement leur faire subir une sanction s'ils sont reconnus et déclarés coupables. Et tout cela est prononcé par des juges. Mais dans ce modèle de justice pénale, je dirais classique, qui est surtout un modèle anglo-saxon, il y a quelques aménagements dans le système romano-germanique, mais la justice, c'est d'abord une justice qui est rendue au nom du peuple, de l'État dans lequel on se trouve, d'une part, et deuxièmement, qui engage en quelque sorte la société pour les besoins, en quelque sorte, de la reconstruction d'ensemble de l'État. Et alors, poursuivre les coupables, c'est bien, mais il faut penser aux victimes. Et souvent, les victimes passent un peu à la trappe. C'est-à-dire que quand on a eu les coupables, quand on réussit à les juger, qu'on les condamne, bon, que deviennent les victimes? C'est ça le problème. Et l'idée de la justice transitionnelle, c'est de dire, on va créer une justice qui n'est plus fondée sur l'auteur, la poursuite des auteurs, et ensuite penser aux victimes. Là, on inverse la proposition, on pense d'abord aux victimes, et puis ensuite, on verra si on peut poursuivre les auteurs. Ce qui est important, évidemment, c'est de s'occuper d'abord des victimes, beaucoup plus de s'occuper des auteurs. Alors, évidemment, comme je l'ai dit il y a un instant, ces mécanismes sont des mécanismes, on appelle ça sui generis, c'est-à-dire qui sont créés, alors généralement par la loi, ça peut être par n'importe quel acte juridique, à un moment qui est encore assez instable.
Et souvent, ces commissions vérité et réconciliation, cette justice transitionnelle, elle a été le fruit d'une négociation entre parties opposées. Donc, c'est une justice qui apparaît, en tout cas en surface, je dirais assez éloignée de cette conception traditionnelle que l'on a de la justice. Hein. C'est une justice qui est en apparence négociée, mais qui est complémentaire avec d'autres formes de justice. Ça veut dire que la justice traditionnelle n'exclut pas de faire participer à ce processus des personnes qui ne sont pas nécessairement des juges, hein, et qui viennent d'autres horizons. Alors, c'est une justice aussi que l'on a critiquée, parce qu'on l'a dit, en fait, c'est une justice négociée. Oui, alors c'est une justice négociée, c'est-à-dire que lorsque vous avez ces mécanismes ou ces commissions qui sont mises en œuvre, il faut bien comprendre que derrière tout ça, il y a un besoin, et ce besoin, il est représenté par la nécessité de faire de la paix. Hein, et je vois qu'il y a une question là dans la messagerie à laquelle je vais répondre. Et le défi auquel on est confronté lorsque on est confronté à ces violences de masse qui sont liées souvent à des guerres, hein, des conflits armés nationaux ou internationaux, enfin internes ou internationaux, c'est de faire admettre à tout le monde qu'il faut qu'il y ait une forme de justice. Et que cette forme de justice, elle doit être orientée sur les victimes. Et en fait, je vois ici une question, comment concilier les impératifs de sécurité immédiate, de recherche de paix et la nécessité de rendre justice aux victimes sans sacrifier l'un au profit de l'autre? La réponse, alors sur le papier, elle est assez simple, dans la pratique, elle est un peu plus compliquée, mais c'est de faire les choses de façon progressive ou incrémentale. Hein. D'abord, évidemment, de mettre les victimes potentielles en sécurité, mais on ne peut véritablement envisager la justice que dans une situation qui est post-conflictuelle. Et quand vous regardez, par exemple, des accords de paix entre les différentes parties, il n'est pas rare aujourd'hui de voir des accords où figurent des mécanismes de justice transitionnelle. Donc, on invente pour les besoins de la cause pour essayer de résoudre un problème. Et évidemment, ce type de mécanisme suppose que on recherche d'abord la paix, mais en incluant la justice. Et dans l'accord de paix, souvent, on va voir apparaître cette idée qu'il faut intégrer une forme de justice transitionnelle. Alors certains vous disent, oui, mais ce n'est pas de la justice. Alors oui, effectivement, vous allez le voir, ce n'est pas nécessairement de la justice au sens classique, hein, où on l'entend. Mais en réalité, c'est bien de la justice. Parce que il s'agit véritablement de rechercher à la fois la vérité, ce qui s'est passé, mais également les responsabilités, et de penser aux victimes à travers un certain nombre de mécanismes de réparation. Je dis bien mécanismes de réparation parce que ce ne sont pas des réparations classiques en espèces sonnantes et trébuchantes financières que l'on voit nécessairement devant un juge. Alors, tout cela, évidemment, a été construit progressivement. Moi, je vous en parle aujourd'hui, mais il est évident qu'on est assez éloigné de ce qui se passait au départ. Et le but, en fait, de cette présentation, c'est de vous faire comprendre ça. C'est qu'on est obligé de sortir, pour que ceux qui ont vu leurs droits méconnus, des schémas classiques de la justice, et on est obligé d'inventer, le terme n'est pas fort, n'est pas spécifiquement fort, mais correspond à une réalité. On était obligé d'inventer de nouveaux mécanismes dont les commissions vérité et réconciliation sont l'emblème. Alors, ces commissions, qui généralement, pour répondre à votre question, madame, comment concilier les impératifs de sécurité immédiate, de recherche de paix et la nécessité de rendre la justice aux victimes sans sacrifier l'un au profit de l'autre, c'est justement dans les accords de paix qu'on les trouve. Pourquoi? Parce que l'alternative à laquelle on est confronté dans ces situations-là, c'est souvent la paix en échange de l'amnistie. Or, ces commissions sont en quelque sorte des mécanismes anti-amnistie générale, puisque les auteurs vont être obligés de venir devant les victimes et d'expliquer pourquoi
ils ont commis ces actes. Et au fond, dans le monde aujourd'hui, on a plus de 40 commissions qui ont déjà fonctionné. Je dirais même qu'on est plus près de 50 ou 55 aujourd'hui que de 40. Alors certains pensent que la justice transitionnelle, c'est une justice assez théorique, hein. On imagine, ce sont des grands principes. En réalité, je ne pense pas. La justice transitionnelle, ce que j'essaye de vous présenter aujourd'hui, c'est quelque chose de très empirique, hein, et c'est né en quelque sorte d'un constat selon lequel les mécanismes traditionnels ne fonctionnaient pas. Donc, cette justice transitionnelle, c'est une réponse qui est, je dirais, très concrète et qui dit, bah, au fond, ce que cherchent les auteurs de ces accords de paix, c'est obtenir l'amnistie. Eh bien non, on ne va pas leur donner. On va en revanche créer des mécanismes où ils vont être obligés de s'expliquer. Et on verra si à l'issue de leur explication, des mesures de clémence peuvent être prises à leur égard, puisqu'ils vont essayer de participer en quelque sorte au processus national de manifestation de la vérité, d'identification des réparations et d'éventuelles sanctions. Alors j'insiste pour vous dire plusieurs choses ici importantes, concrètement. Hein, je suis un juriste plutôt de terrain. La question qui est, je dirais, assez simple à comprendre au départ, c'est que comme on est dans des situations qui sont toujours différentes, il faut toujours imaginer un processus différent. Il n'y a pas véritablement de modèle dans la justice traditionnelle. Quand on commence, je dirais, à s'intéresser à des modèles, on constate que ces modèles sont assez virtuels. Et vous avez en fait deux logiques, hein, qui s'affrontent. Celle qui consiste à reproduire ce qui s'est passé ailleurs, ce qui est extrêmement dangereux. Et puis la seconde, c'est de travailler avec des principes et d'essayer d'adapter ces principes au contexte dans lequel vous vous trouvez. Alors, tout cela, évidemment, a pris du temps, hein. C'est né, la justice transitionnelle, elle est née en Amérique latine. Enfin, elle est née d'abord, c'est un paradoxe, mais elle est née en Afrique, notamment au Tchad. Même si elle n'a pas fonctionné, elle avait été mise en place par quelqu'un qui sera ensuite poursuivi et condamné pour crime contre l'humanité, un ancien chef d'État tchadien, qui est Hissène Habré. Mais c'est le premier à avoir créé une commission vérité pour essayer de se dédouaner. Il y a d'ailleurs eu une histoire assez terrible, puisque quand il a créé cette commission a véritablement fonctionné. Et puis, quand elle était sur le point de rendre son rapport, le chef de l'État a fait incendier les locaux de la commission. Il y a eu d'ailleurs des morts dans cet incendie. Et ça n'est que plusieurs années après qu'on a retrouvé un exemplaire du rapport qui démontrait que la commission avait fonctionné jusqu'au bout, mais qu'évidemment, le président n'en avait absolument pas tenu compte. Donc, pas de modèle unique. On essaye de se concentrer sur, je dirais, un certain nombre de règles et de principes. Alors, puisqu'on parle des victimes, la première chose que vous demandez, que les victimes demandent, c'est de savoir la vérité. C'est de savoir qui a fait ça. Quels sont les auteurs, hein. Les victimes arrivent avec leur histoire devant la commission, elles racontent cette histoire, et ce qu'elles veulent toujours en premier, c'est savoir qui a fait ça. Hein, la vérité. Alors vous allez me dire, la vérité, c'est pas difficile. Donc, c'est très compliqué, la vérité. Il n'y a pas qu'une vérité. Donc, le pilier de la vérité, c'est-à-dire connaître, je dirais, exactement ce qui s'est passé, c'est la chose la plus difficile. D'accord? À côté de la vérité, il y a un deuxième pilier de la justice transitionnelle qui est représenté par les réparations. Hein, les victimes veulent qu'on s'occupe d'elles. Et je trouve d'ailleurs que c'est tout à fait justifié. Et le fait que cette justice transitionnelle soit orientée vers les victimes et non pas vers les auteurs explique qu'on s'occupe d'abord des victimes et ensuite des auteurs. Hein. Alors, évidemment, on essaye de faire ça en même temps, ou en tout cas dans un temps réduit, mais la question de la sanction et de la responsabilité, c'est quelque chose qui vient en troisième lieu. Alors, s'y ajoutent aujourd'hui deux autres piliers que je n'aurai pas le temps d'examiner ici, mais qui sont, d'une part, la garantie de non-répétition, qui est importante, bien sûr,
et puis d'autre part, la mémorialisation ou la réconciliation, c'est-à-dire comment on réussit, je dirais, quand on sort d'une histoire comme celle-là, à faire conserver la mémoire de cette histoire pour éviter que les générations futures ne retombent dans le même travers. Alors, je vois qu'il y a 2 questions dans le lien là, que j'ai sous les yeux. Beaucoup de questions à propos de la justice transitionnelle, parce qu'en RDC, parce que tous les politiciens sont oui, c'est bien le problème. Comment éviter que les processus de justice transitionnelle soient instrumentalisés par les autorités en place ou par les groupes armés pour légitimer leur pouvoir ou effacer leur propre responsabilité? Là, je crois, chère madame, que vous êtes au cœur du débat. Et encore une fois, je reviens à ce que je vous disais il y a un instant, il n'y a pas de modèle. Donc, il faut essayer de désolidariser le plus possible les mécanismes de justice transitionnelle de celles ou ceux qui pourraient les instrumentaliser, notamment les gouvernements. Et là, si on essaye de faire un peu le tour de la planète, on a quelques exemples intéressants où la justice transitionnelle a été mise en place non pas par l'État, par les organisations de l'État, mais par les églises, par exemple. Hein, c'est-à-dire que ce sont les congrégations religieuses, ou en tout cas certaines d'entre elles, qui ont imaginé de mener à bien des processus de justice transitionnelle. Donc voilà une réponse. D'une façon plus générale, on peut considérer que si les personnes publiques sont trop impliquées, il faut mettre des personnes privées, je dirais, à la tête de ces mécanismes de justice transitionnelle. Alors, personnes privées, individus, bien sûr, mais aussi personnes privées, personnes morales, mais qui soient indépendants, en quelque sorte, des gouvernements et des gouvernés. Alors, ce n'est pas une question facile, parce que c'est assez simple comme ça à raconter. Évidemment, les risques d'instrumentalisation, si on passe par les textes je dirais, plus classiques. Lorsqu'il s'agit de remettre en œuvre, je dirais, les principes de la justice transitionnelle, ben, il faut trouver un mécanisme qui peut être un mécanisme d'ordre privé au départ, et en tout cas qui est indépendant, alors avec l'aide ou non de la communauté internationale. Cette communauté internationale, d'ailleurs, elle n'étant pas limitée, je dirais, aux grands pays qui ont l'habitude de fréquenter ces éléments. Hein. Parce que si on fait ça, alors là, on risque de réduire la potentialité. Mais c'est plutôt la société civile, vous voyez, largement entendue, et le monde des organisations non gouvernementales qui peut être, je dirais, un début de réponse. Hein. J'ai une autre question de David Rouchemeza, qui est juriste et défenseur des droits humains au sein du Hackey Institute. Lorsque les institutions chargées de garantir les droits reconnus par la DDE deviennent elles-mêmes des sources de défaillance, comment la justice transitionnelle peut-elle non seulement combler ce vide, mais aussi jouer un rôle préventif de non-reproduction des violations des auteurs éventuels? Là, c'est ce que je vous expliquais avec les grands piliers, hein, comme je citais tout à l'heure. Vérité, réparation, responsabilité, garantie de non-répétition. Et l'idée, c'est quand même, je dirais, d'empêcher que les organes qui ont été à l'origine des violences ne participent elles-mêmes à nouveau à ces violences. Et donc, il y a une garantie d'indépendance qui doit être, je dirais, incluse dans le processus qu'on essaye d'imaginer. Donc, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mais comme c'est une justice qui est très flexible, on peut imaginer à peu près tout et n'importe quoi. On n'est pas tenu par des mécanismes rigides, le but étant de remplir les piliers ou de satisfaire les piliers que la justice transitionnelle propose. Alors, je reprends, plus d'autres questions pour l'instant, donc je reprends le fil de ma discussion. Ce que je vais faire maintenant assez rapidement, c'est vous présenter les 3 grands piliers, vérité, réparation et sanction, pour que vous ayez une idée un petit peu de ce qu'on cherche, ce qu'on fait avec ces 3 piliers, et en quoi ça satisfait, je dirais, ce besoin de justice et de respect des droits fondamentaux qui sont contenus notamment dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont je vous rappelle, nous fêtons l'anniversaire aujourd'hui. Alors, le premier pilier, c'est celui de la vérité. Alors, comment on cherche, comment on sait la vérité? Là, c'est plus compliqué à dire qu'à faire.
C'est plus compliqué pardon, à faire qu'à dire, parce que les objectifs des organes de justice transitionnelle, notamment des commissions vérité et réconciliation, c'est d'abord d'établir un panorama complet des violences qui ont été commises. Alors comment on fait ça? On fait ça en s'adressant aux victimes. C'est-à-dire que les victimes, on ne les laisse pas sur un banc de la partie civile dans un tribunal où vaguement on leur demande ce qu'elles veulent, on les met au centre du processus et on leur demande de dire et d'entendre la vérité, c'est-à-dire de raconter leur histoire. Et au fond, la justice transitionnelle, ça commence toujours par une sorte de collection de micro-histoires, de petites histoires individuelles, de violences qui ont été commises, parfois extrêmement graves. Hein. Attention, quand je parle de violence, c'est des meurtres, c'est des viols, c'est des assassinats, c'est une réduction en esclavage. Enfin, on est dans de très graves crimes. Hein. Pas oublier ça, c'est que les violences dont on parle, ce ne sont pas des violences contraventionnelles ou délictuelles. Hein. On n'est pas dans de la petite violence, on est dans de la très très grande violence, et c'est de la violence qui est commise à grande échelle. Mais la première chose à faire, c'est d'aller demander aux victimes qu'elles viennent raconter leur histoire. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Alors ça peut être les victimes directes ou les victimes indirectes, parce que souvent les victimes directes, malheureusement, elles ne peuvent plus venir nous raconter. Mais ce que je veux que vous compreniez bien ici, c'est que le droit à la vérité, c'est un droit qui est fondamental pour ces personnes. Hein, vous savez peut-être qu'en droit international, il y a une volonté aujourd'hui de reconnaître un droit à la vérité comme une forme de droit fondamental qui viendrait se surajouter à d'autres droits. Alors, c'est une réalité. On veut essayer de collecter toutes les histoires, toutes les violences, en faisant, je dirais, une collection un petit peu de ces éléments. Alors d'ailleurs, si je bonne mémoire, et là je travaillais sur le sujet, donc je sais ce qui s'est passé notamment en République démocratique du Congo avec le rapport Mapping, dont vous avez certainement entendu parler. C'est un rapport qui essayait de faire ça, qui essayait de collecter toutes les histoires, et puis de reconnaître cette forme de violence institutionnalisée, en essayant de faire un mapping, c'est-à-dire une cartographie de ces violences. Là, on est dans quelque chose ici qui est un peu du même genre, à ceci près qu'il ne suffit pas de faire un rapport et de dire ce qui s'est passé, il faut encore essayer d'en tirer les conséquences et de mettre en œuvre les recommandations qui sont faites. Ce qui n'avait pas été fait, en tout cas, dans le rapport mapping en République démocratique du Congo. Donc, on est devant cette logique où, en fait, on cherche la vérité de la bouche des victimes. Alors, on va me dire, les victimes, elles peuvent aussi, sans mentir, à proprement parler, avoir une perception de la vérité qui est une perception tronquée parce qu'elles ont été choquées, elles ont été traumatisées. Donc, recueillir la parole et recueillir la vérité, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Et donc, c'est la raison pour laquelle, souvent, quand on fait ce genre de travail, on ne prend pas uniquement une des positions d'une personne, mais on essaye de faire venir des témoins pour essayer de comprendre ce qui s'est véritablement passé. Mais les victimes, en réalité, sont écoutées pour la première fois à travers cette possibilité de venir narrer, de venir raconter leur histoire à la commission. Et au fond, ça les soulage beaucoup parce que elles ont généralement gardé ça pour elles. Elles n'ont pas pu le raconter, donc le raconter pour elles est une forme, je dirais, un moyen qui leur permet de sortir un peu de ces éléments dont je vous parlais il y a un instant. Alors, l'autre aspect qui est important ici à comprendre dans ce droit à la vérité, c'est qu'on recherche deux choses à travers la vérité. On cherche d'abord, évidemment, à connaître la vérité individuelle, ce que j'appelle la micro-histoire ou la micro-vérité. Chaque petite histoire compte. C'est le rapport mapping que j'évoquais il y a un instant. Mais on cherche aussi à comprendre, à travers cette recherche de la vérité, quelle a été l'implication du système dans la commission des violences. Pour dire les choses simplement, lorsque vous avez une violence comme celle dont nous parlons qui se situe à une très très grande échelle, il faut évidemment qu'il y ait des relais. Et ces relais, je suis désolé, mais il faut le dire, ce sont des relais souvent publics. Hein. C'est-à-dire que les pouvoirs publics eux-mêmes, ou certaines entités privées, bien sûr,
sont en quelque sorte des pourvoyeurs de cette violence. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu, je dirais, une façon de penser la violence de groupe à l'égard de ces victimes, eh bien, la violence n'aurait certainement jamais atteint les sommets qu'elle a atteints. Et donc, l'idée, c'est de rechercher à la coup de la vérité factuelle et individuelle, une vérité que j'appellerais systémique, c'est-à-dire la responsabilité du système. En quoi le système a-t-il permis la réalisation de ces formes de grande violence? D'accord. Donc, c'est ça, au fond, qu'on essaye de mettre en œuvre à travers la narration de la vérité. Alors, avec pour but, évidemment, à la fin, d'établir un rapport qui soit le plus complet possible et qui permette une évaluation de la situation durant le conflit. Et donc, ici, de quoi on parle? On parle de violation massive des droits fondamentaux, hein, c'est-à-dire de violations graves par, je dirais, les actes qu'elle comporte, mais également par le nombre de victimes. Et il faut se rendre compte d'une chose, c'est que si on essayait de rechercher une vérité judiciaire sur ces mêmes affaires que celles que les victimes viennent raconter durant ces commissions, il faudrait des années, hein, des dizaines d'années pour arriver à la même chose. Donc le but, c'est effectivement de faire fonctionner une certaine forme de célérité. Dans le moyen, dans la recherche des vérités, il faut qu'on puisse avoir cette évaluation complète et que les crimes, et les crimes les plus graves, soient ensuite poursuivis devant des juridictions pénales. Alors quand on dit crimes les plus graves, ça c'est toujours la question. C'est quoi un crime qui est le plus grave? Il est plus grave que quoi? Hein, est-ce qu'il y a des crimes moins graves, des crimes plus graves? Est-ce qu'il y a une échelle? Alors oui, et vous allez voir que ça dépend non seulement à la fois des actes, mais ça dépend aussi des auteurs, c'est-à-dire qui a donné l'ordre de commettre de tels actes. Alors bien évidemment, je devrais aller beaucoup plus loin sur la vérité, mais notre temps est compté pour aujourd'hui. Ce que je veux simplement, c'est que vous compreniez un petit peu cette logique de fonctionnement du droit à la vérité. Alors j'ajoute que, idéalement, si on écoute les victimes, on écoute aussi les bourreaux. C'est-à-dire que ces mécanismes de justice transitionnelle incluent, pour un grand nombre d'entre eux, cette obligation de faire participer non seulement les victimes, mais également les bourreaux. Hein, à partir du moment où une personne est mise en cause, eh bien elle est sommée de venir s'expliquer pour expliquer, pour donner des informations sur ce qui s'est véritablement passé. Alors, tout cela est évidemment un peu idyllique parce que vous avez certains bourreaux qui ne répondent pas, mais vous en avez d'autres qui jouent le jeu, et notamment ceux qui sont en bas de l'échelle, parce que souvent on leur a obligé à faire le sale boulot. Alors ça ne retire rien de leur responsabilité, mais on comprend très vite qu'en réalité, les bourreaux ne sont pas tous dans la même catégorie, que vous en avez qui sont plus bourreaux que d'autres, si j'ose dire, et qui ont essayé en quelque sorte de donner une vérité qui est une vérité la plus exacte possible. Alors tout cela est consigné dans un rapport, et donc le pilier de la vérité, pourquoi c'est le plus important? Parce que c'est celui qui permet d'avoir les réponses aux autres questions. Si vous n'avez pas le pilier de la vérité, vous n'aurez rien d'autre. Hein. Et comme tout cela est consigné dans un rapport, c'est des rapports qui sont assez longs, hein, ils font plusieurs milliers de pages, mais ils permettent en quelque sorte de photographier a posteriori ce qu'a été la violence dans un cadre comme celui-là. Alors voilà pour le premier pilier. Je passe maintenant au deuxième pilier, qui est celui de la réparation. J'essaye de faire passer. Voilà, c'est fait. Alors, le deuxième pilier de la justice transitionnelle, ce sont les réparations. Alors, les réparations, qu'est-ce que c'est? Réparer, c'est remettre en état, c'est-à-dire revenir à une situation antérieure. Or, bon, on sait très bien que dans les cas qui nous préoccupent, revenir en arrière, réparer, remettre en état, c'est quasiment impossible. Vous ne faites pas revivre quelqu'un que vous avez tué.
Alors, vous pouvez atténuer les conséquences, je dirais, de sa disparition auprès de sa famille si vous ne l'avez pas fait, mais il faut comprendre que voilà, réparer, la remettre en état, c'est quelque chose qui est quasiment impossible parce que assez souvent, on ne répare pas les vies humaines, elles sont perdues, elles sont perdues. Alors la réparation dans le cadre de la justice transitionnelle, c'est différent de ce que l'on connaît devant le juge. Devant le juge ordinaire, quand vous avez une violence qui a été commise, vous avez le droit, vous le savez, à des dommages et intérêts. Vous allez devant le juge, vous dites non, mais il a été responsable du dommage qu'il m'a causé, donc moi je veux une réparation. Et donc la question ici dont on parle quand on parle de réparation, c'est non seulement la réparation financière qu'un juge prononcerait, mais ce sont aussi toutes les réparations complémentaires, les politiques de réparation qui doivent permettre aux victimes de sortir de leur état de victime et de se retrouver dans une dimension où elles auront le sentiment qu'on s'est véritablement occupé d'elles. En d'autres termes, donner de l'argent, c'est bien, mais il ne faut pas faire que ça. Hein. Et encore faut-il que d'ailleurs le montant qui est alloué soit une forme, je dirais, qui est substantiellement acceptable, qu'il ne s'agisse pas simplement de se débarrasser du problème en donnant de l'argent. Mais ça, c'est très important à comprendre. Dans le pilier des réparations, la réparation des violations massives des droits fondamentaux de la personne humaine, donc des violations des droits qui sont contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple, eh bien, elle implique qu'on tienne compte, évidemment, de chaque situation et des conséquences de chaque situation. Concrètement, ça veut dire qu'une personne va plutôt avoir besoin d'un médecin ou d'un avocat ou d'argent, mais pour redémarrer une activité économique, par exemple, même s'il s'agit d'une micro-activité, mais qui lui permettent de manger. Alors, la justice transitionnelle, elle a ce particulier que toutes les réparations qu'elle a conçues sont liées à l'ensemble des dommages qui ont été identifiés par les victimes elles-mêmes et dont elles vont obtenir réparation. Alors, vous avez évidemment une différence entre les victimes directes et les victimes indirectes, entre les réparations collectives, les réparations individuelles, les réparations morales, ou encore les formes de réparation qui peuvent être prises, qui sont la compensation, la restitution et la reconstruction. Alors, de façon assez intéressante, on voit au fond que la justice transitionnelle essaye, en matière de réparation, passez-moi l'expression, de taper large, c'est-à-dire de recouvrir le plus grand nombre de situations et pas uniquement celles qui ont, je dirais, une forme de lien avec ce qu'on connaît en matière judiciaire. Ça veut dire que peuvent recevoir des réparations les victimes directes ou les victimes indirectes, que les réparations peuvent être individuelles, mais peuvent être aussi collectives et morales lorsqu'elles touchent des groupes. Et quand on essaye un petit peu de décoder les expériences de réparation qui ont été mises dans les premières expériences de justice transitionnelle, on s'aperçoit que, au fond, ces méthodes de réparation, elles se sont davantage inspirées du droit international public, et notamment la responsabilité de l'État pour des faits illégalement commis, que de la responsabilité civile ou de la responsabilité administrative interne. Et donc, on va retrouver des mécanismes que l'on connaît comme la garantie de non-répétition, les compensations, la restitution, la reconstruction, bref, des choses qui sont assez matérielles, qui en tout cas s'éloignent de cette idée de réparation qui est une réparation exclusivement financière. Ah, alors, ne me faites pas dire ce qu'il n'y a pas dit, il en faut, parce qu'effectivement, il faut que les personnes puissent redémarrer dans la vie, mais au fond, l'indemnité qui leur est versée, elle est plus destinée à les faire re-rentrer dans la société qu'à réparer quelque chose qui est devenu irréparable. Alors, si on essaye de réfléchir un petit peu à l'importance des réparations dans ce second pilier, on peut dire la chose suivante, c'est que le but de la réparation, c'est d'abord de cicatriser. C'est-à-dire les victimes, quand vous leur donnez, je dirais, satisfaction à ce qu'elles demandent, bien voilà, pour elles, on s'est occupé d'elles. Hein. Il est différent d'aller donner de l'argent pour dire à quelqu'un va chez le médecin et d'aller avec cette personne chez le médecin.
C'est un petit peu la même logique qui prévaut ici, c'est-à-dire que la réparation, c'est quelque chose qui doit en fait tenir compte de la situation de chacun des victimes. Et le but, c'est évidemment de cicatriser, mais également de redynamiser. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que si aucune réparation n'est fournie aux victimes, eh bien, les victimes risquent de sortir du corps social, de ne plus se sentir partie de la société. Et au fond, vous avez là toute une série de personnes dont on a le sentiment qu'elles ne revivront plus, hein. Donc, le but des réparations, c'est justement de leur rendre en quelque sorte un visage humain et de réintégrer ces victimes dans le corps social. Alors, une question évidemment qui se pose de façon récurrente, c'est de savoir s'il est souhaitable que les auteurs, les bourreaux puissent éventuellement participer, hein, aux réparations dues aux victimes. Alors, on est assez divisé là-dessus, en tout cas dans la logique des juristes en justice traditionnelle. Certains vous disent oui, il n'y a pas de raison, à partir du moment où ils le peuvent, ils doivent. D'autres vous disent non, mais ça va être compliqué. Bon, en tout cas, c'est la situation dans laquelle on se trouve. Faire participer les auteurs, c'est aussi leur faire comprendre qu'ils vont être aussi, je dirais, appelés à contribuer à ces réparations. Alors, quand je dis contribuer, c'est pas nécessairement financièrement, ça peut être physiquement, ça peut être pour aider, par exemple, à la reconstruction de ce qui a été détruit ou à des travaux d'intérêt général, des choses comme ça. J'ai une question là dans le chat, là, dans le petit bandeau de questions. Le pilier, c'est Dieu merci qui pose la question. Le pilier des vériciers demeure le plus fondamental dans un processus de justice transitionnelle. En tout cas, oui, parce que c'est celui sans lequel rien ne peut arriver. Cependant, à la lecture des accords de paix en RDC, on constate que les membres des groupes armés reviennent leur inclusion dans la commission vérité et réconciliation. Une telle exigence constitue-t-elle un point de départ pertinent dans la quête de vérité, ou conviendrait-il plutôt d'assurer l'inclusion de toutes les parties prenantes au conflit? En fait, la réponse est contenue dans la question, puisque c'est la dernière partie. Si vous voulez vraiment qu'une commission vérité et réconciliation fonctionne, il faut absolument que toutes les parties prenantes y participent. Et en tout cas, alors sans avoir participé aux élections, mais en tout cas, un représentant des groupes y participe, parce que il est important de toujours voir un visage ami dans la commission. Que vous soyez victime ou que vous soyez auteur, vous voulez être reconnu. Et je dirais que l'idée de composer une commission vérité et réconciliation avec des personnes qui appartiennent à différentes fractions me semble une bonne idée. À ceci près, hein, c'est très important, j'ajoute, qu'il ne sera possible de véritablement donner des réponses aux parties prenantes que si tout le monde accepte de jouer le jeu. D'accord? Mais il faut qu'il y ait une représentativité de la commission pour que celle-ci puisse être prise sérieusement en compte et qu'elle puisse être prise au sérieux par les victimes, hein. Et souvent, d'ailleurs, dans les mécanismes de justice traditionnelle, ce qui ne fonctionne pas, c'est ça. C'est plutôt, je dirais, l'aspect logistique. On prend des gens on nomme des commissaires, qui ne sont pas nécessairement des personnes qui sont soit au-dessus de tout soupçon, ou pour des personnes qui peuvent avoir un parti pris. Or, l'intérêt, évidemment, d'un processus comme celui-ci, c'est de le garder très ouvert, hein. Alors, effectivement, ça, c'est un véritable défi, mais que chacun y participe, c'est une chose. Ensuite, il y a des modes de fonctionnement qui obligent, je dirais, à réduire le nombre de personnes qui peuvent participer au processus va être variable suivant les différentes configurations dans lesquelles on se trouve. Mais idéalement, oui, il faudrait qu'il y ait l'inclusion de toutes les parties prenantes au conflit, parce que sans quoi, évidemment, il y a cette idée que tout le monde ne sera pas représenté.
Mais c'est un défi qu'il faut absolument relever. Alors, je reviens à la présentation en forme de réparation. La réparation, si vous voulez, elle peut prendre différentes formes, qui sont des formes, je dirais, assez banales, hein. Ça peut être une réparation financière. C'est souvent d'abord une réparation financière, bon, dont le montant et le réalisme est, à mon avis, assez en déphasage avec le préjudice subi. Mais bon, à moins d'être multimillionnaire, il est extrêmement difficile de, d'obtenir une réparation adéquate. C'est plutôt des réparations qui sont approximatives, à défaut d'être forfaitaires. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une réparation directe, personnalisée, qui permette, hein, de véritablement donner à la victime le sentiment qu'elle a été entendue. Alors, ce sont des réparations qui sont des réparations comment dire, ciblées là, parce que là, vous avez des victimes et vous avez des réponses à leur apporter. Donc, si elles ont été reconnues comme victimes, hein, avec un statut de victime, eh bien, l'avantage, évidemment, c'est qu'elles puissent ensuite euh, bénéficier de cette reconnaissance. Mais c'est pas ce qui coûte le plus cher. Et en fait, il faut comprendre ici que quand on parle de réparation dans la justice transitionnelle, on parle de politique de réparation et que les véritables politiques de réparation sont des politiques qu'on appelle discrimination positive, c'est-à-dire qui vont se concentrer non pas sur l'individu, mais sur le groupe. Et l'intérêt, évidemment, de cette concentration sur le groupe, ça va être de pouvoir apporter des réponses collectives à des problèmes qui sont collectifs. Je vous donne un exemple. Si par exemple, vous êtes dans un état où vous apercevez que toutes les victimes, ou les ayants droit des victimes sont en déficit d'éducation, qui n'ont pas de quoi aller à l'école, etc., bien, les réparations sont là aussi pour essayer de trouver des réponses, hein, à ces questions et d'apporter aux besoins une réponse en matière d'éducation, hein. Souvent, d'ailleurs, vous demandez aux victimes, qu'est-ce que vous voulez pour vous? Bah, moi, j'aimerais bien ça, mais j'aimerais bien surtout que mes enfants, mes petits-enfants, puissent accéder à une éducation secondaire ou de qualité ou à une éducation supérieure. Donc, les politiques de discrimination positive, ce sont des politiques qui vont être mises en œuvre à grande échelle, hein, et qui vont avoir pour but de favoriser les victimes. Alors enfin, il y a un dernier type de réparation dont je voudrais parler ici, même si c'est de façon très, 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 très simple, c'est la réparation symbolique. Alors les réparations symboliques, ça peut être aussi bien planter un arbre en souvenir d'une victime ou d'un groupe de victimes, ça peut être poser une pierre ou une stèle qui va être considérée comme un monument, ça peut être, alors, dans certains cas, la construction de musées ou de salles dans des musées qui vont en quelque sorte remémorer un petit peu ce qui s'est passé. Donc cette réparation symbolique, ça peut être des cérémonies, enfin énormément de choses, ça peut être des jours fériés rajoutés ou qui sont dédiés, je dirais, à ces victimes. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que il faut rien s'interdire en matière de justice transitionnelle. Comme on n'est pas dans quelque chose qui est euh, cadré, hein, comme ça peut l'être par exemple devant une juridiction, bah, toutes les formes de réparation à peu près sont envisageables. Et donc c'est ça qu'il faut ici garder à l'esprit, c'est qu'il y a une très grande flexibilité dans les réponses qui peuvent être apportées aux victimes en matière de réparation. Alors ça coûte cher, oui. En réalité, ce qui coûte cher, ce sont les mesures collectives, beaucoup plus que les mesures individuelles. Et le financement, normalement, se fait par le biais de mécanismes nationaux, mais aussi de mécanismes internationaux. Euh, alors, bon, une question là qui est posée dans le chat, là, qui est posée par Héritier, et qui est relative à la mise en œuvre de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un pacte fondateur, si j'ose dire, par les États.
Est-ce que, pour lutter contre ces violences, l'idée d'un mécanisme adéquat, adapté, serait l'intégration économique? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Alors oui, parce qu'il vaut mieux toujours faire du business que la guerre, hein. Il faut évidemment que les personnes le veuillent. Euh, alors, y compris pour les victimes, hein, il faut qu'elles puissent aussi se réintégrer économiquement. Une victime qui vous donnez une indemnité, cette indemnité va lui permettre de vivre quelques jours, ou bien quelques semaines, voire quelques mois. C'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut, c'est lui donner le moyen de recréer une activité, euh, une activité professionnelle, même modeste, hein. C'est véritablement le point de départ qui permet de changer les choses. Donc oui, l'intégration économique est toujours une bonne chose. Alors, c'est vrai pour les victimes. Pour les acteurs, je ne sais pas ce que vous entendez par le mot acteur, hein, pour les auteurs, eux aussi, on a tout intérêt, je dirais, à ce qu'ils se réinsèrent dans la vie civile, parce que si on ne le fait pas, ben, enfin, il risque d'y avoir une scission, je dirais, au sein de la société. Alors, je conclus cette présentation, j'ai déjà été un petit peu plus long que prévu, sur les sanctions, le troisième pilier, ou l'immunité des bourreaux, hein, sur la question de la responsabilité. La question qu'on me pose souvent lorsque je présente la justice transitionnelle, c'est de dire oui, mais alors, on s'occupe de la vérité, on s'occupe des réparations, très bien, et tout cela, on le fait avec les victimes, ce qui est évidemment positif, mais on oublie un petit peu les auteurs. Alors, je pense que non. Je pense que non, et il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la justice transitionnelle, c'est l'ennemi numéro un des lois d'amnistie. Et que si on peut concevoir des mesures de clémence, en revanche, l'amnistie générale n'est pas envisageable. La justice transitionnelle, c'est même l'ennemi numéro un de ces lois d'amnistie couverture, ces lois d'amnistie générale, qui sont l'antithèse, qui vont, je dirais, à l'exact opposé, hein, de ce que l'on cherche à faire. Alors évidemment, si les auteurs acceptent de participer à ce processus de justice transitionnelle, il faut qu'il y ait un intérêt. Et cet intérêt, c'est un peu de troquer la vérité et leur responsabilité contre une forme de clémence de la part de l'institution qui est chargée de prononcer cette peine. Alors, la question quand même qu'il faut se poser, c'est, bon, vous voulez punir, très bien, parce qu'il y a eu évidemment des crimes qui ont été commis, et là évidemment c'est tout à fait normal, ou parce qu'il y a eu un certain nombre de comportements qui sont en tout cas en déphasage avec le droit. Et il est vrai que ces mécanismes de justice transitionnelle, quand on les regarde de près, n'apparaissent pas comme idéaux. On a l'impression que c'est de la justice pour pas cher, si je puis l'exprimer ainsi. C'est de dire, au fond, quand on commet une faute, il suffit de venir la raconter et puis d'être pardonné. Vous connaissez ce dicton, hein, faute avouée est à moitié pardonnée. Et ici, l'idée, ça va quand même être un peu ça, c'est que si on veut des résultats, si on veut connaître la vérité, si on veut pouvoir s'occuper des victimes et leur offrir des réparations, il faut que, en matière de sanctions, il y ait une échelle qui soit différente de celle qu'on a l'habitude de pratiquer en temps ordinaire. Et c'est ce que j'évoque ici dans le PowerPoint avec l'idée de rupture du principe de proportionnalité. Vous allez avoir entre les faits commis et la peine qui va être encourue un décalage énorme. Alors, un décalage énorme, ça veut dire que vous ne payez pas le prix que vous devriez payer. Alors, c'est assez paradoxal. C'est-à-dire que quand vous
commettez un crime en temps normal et que vous êtes arrêté, vous êtes jugé et que vous êtes bien l'auteur des faits, eh bien, ça vous coûte beaucoup moins cher que lorsque vous êtes dans une logique où, là, au contraire, euh, vous devez assumer les conséquences de votre choix et En fait, là, il y a une espèce de troc qui est fait entre la gravité des faits reprochés et la sanction qui est prononcée. Alors, bon, on peut évidemment trouver ça anormal, injuste, oui, mais il faut être aussi réaliste. Si vous avez des milliers et des milliers de violences, vous allez vraiment retrouver tout le monde. Et une fois que vous les aurez retrouvés, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir les mettre en prison? Et pour combien de temps? Et toutes ces questions qui sont bassement matérielles et qui sont évidemment parallèles aux questions de principe, ben, il faut les retrouver avec d'autres formes. Et l'idée, c'est quand même que les auteurs prennent conscience qu'ils sont responsables. Et ça, il n'y en a pas nécessairement, ils en ont pas nécessairement conscience. Alors certains, oui, pas exagérer, mais vous en avez d'autres qui considèrent que parce qu'on leur a donné un ordre, il faut l'exécuter, quel que soit l'ordre donné. Et donc, il y a effectivement dans la justice traditionnelle des mécanismes de sanction. Alors, c'est des réductions de peine, ça peut aller extrêmement loin, ça peut être des sanctions morales, ça peut être des sanctions psychologiques, mais il faut aussi que les personnes qui ont commis ces actes prennent conscience de ce qu'elles ont fait. Et quand vous êtes, je dirais, en haut de la chaîne, au milieu de la chaîne ou en bas de la chaîne, c'est pas la même chose. Et évidemment, ceux qui vont reconnaître le plus facilement, c'est ceux qui sont en bas, d'ailleurs généralement parce qu'ils sont pris la main dans le sac, et qui sont des auteurs connus et reconnus. Mais plus vous remontez dans l'échelle de la hiérarchie, plus les choses sont compliquées. Et souvent, ce sont les plus durs à atteindre, ce sont les chefs militaires, voire les chefs d'État qui ont ordonné ces massacres ou ces violences, alors même qu'ils savaient qu'il s'agissait de violences absolument inadmissibles sur le plan du droit. Enfin, ces violences étaient inadmissibles. Mais quand un bourreau prend conscience du rôle qu'il a joué, c'est déjà, je dirais, un point positif. Et évidemment, là, ça pose la question évidemment du type de sanctions qui sont possibles. Est-ce que ce sont des sanctions matérielles, des sanctions morales, des sanctions psychologiques? Mettre tout le monde en prison, c'est pas possible. De toute façon, c'est pas possible. C'est matériellement impossible. Donc, que fait-on? Est-ce qu'on laisse les sanctions de côté ou est-ce qu'on essaye de penser les sanctions autrement? Alors, il y a d'autres formes de sanctions qui sont possibles que celles qu'on connaît. En droit pénal, par exemple, vous avez la réduction de peine, vous avez les sanctions civiles ou les sanctions civiques qui vous interdisent, par exemple, de candidater à des postes dans la fonction publique, vous avez les sanctions administratives. La gamme des sanctions est beaucoup plus large que celle qui consiste à dire on va mettre le type en prison ou pas. Mais il faut qu'il y ait une réponse sur cette question de la sanction et que cette réponse soit une réponse qui soit plausible et, je dirais, acceptable par rapport aux deux autres piliers sur la vérité et sur les responsabilités. Donc, on est là dans une trilogie, si vous voulez, qui est assez complexe, mais qui doit avoir lieu jusqu'au bout. Et l'une des difficultés que l'on rencontre, notamment lorsqu'on parle de ces sanctions, c'est que assez souvent, on pourrait les prononcer, mais on ne le fait pas parce qu'il y a un manque de volonté politique derrière. On identifie les responsabilités, mais les sanctions, même si elles ne sont pas privatives de liberté, eh bien, elles devraient pouvoir être mises en œuvre et elles ne le sont pas. Et alors, évidemment, la question, c'est de savoir pourquoi vous cherchez une sanction. Est-ce que vous faites une sanction pour punir l'auteur? Est-ce que ça a une vertu uniquement rétributive? Ou est-ce que c'est une sanction qui a pour but de marquer le fait que
voilà, telle personne a commis telle infraction et qu'elle en est responsable et qu'elle en restera toujours responsable. Et le dire, hein, c'est-à-dire que quand vous regardez par exemple le rapport des commissions vérité et réconciliation, vous voyez qu'il peut y avoir des pages entières de personnes qui sont identifiées à la fois comme victimes et puis d'autres qui sont identifiées comme bourreaux. Donc on est devant des choses qui sont extrêmement complexes. Alors elles sont complexes pourquoi? Parce que c'est pas le principe de la sanction qui est problématique. C'est vraiment le problème de l'effectivité des sanctions. Est-ce que on met en place un système qui est viable? Si vous mettez tout le monde en prison et que vous avez des milliers, voire des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'auteurs, comment vous faites pour juger tout le monde? C'est pas possible. Donc il faut imaginer autre chose et ce que propose la justice traditionnelle, ce sont des méthodes alternatives. Vous avez un exemple assez intéressant qui est en train de se dérouler en ce moment. Alors pas sur le continent africain, mais sur le continent sud-américain. C'est en Colombie avec ce qu'on appelle en espagnol la REP, la justice pour la paix, où il y a un mécanisme de sanction qui est prononcé à l'encontre des personnes qui sont accusées de crimes extrêmement graves, mais qui tient compte en quelque sorte de la logique dans laquelle ces crimes ont été commis. Donc, pendant la guerre civile en Colombie, et cette justice vient de rendre ses premières décisions. Donc, ce tribunal vient de rendre ses premières décisions, mais qui sont fondées sur cette idée de sanction ou d'immunité. Voilà un petit peu, si vous voulez, ce que je voulais vous dire sur ces trois piliers. Alors, j'aurais beaucoup de choses à vous dire sur les garanties de non-répétition, sur la mémorialisation également. Mais c'est un petit peu ce que, dans cette conférence introductive, je voulais vous montrer, c'est que ça n'est pas parce que le système ne fonctionne pas qu'il est interdit de penser autrement et qu'il est interdit de penser qu'il existe d'autres solutions. La justice transitionnelle, c'est une sorte de réponse à cette impossibilité matérielle apparente que l'on voit apparaître. Alors, vous savez, il peut exister des phénomènes, des processus de justice transitionnelle à échelon national, mais il peut aussi exister des processus de justice transitionnelle à un échelon, je dirais, beaucoup plus contraint, beaucoup plus restreint, qui vont porter sur des événements autour d'un territoire. Et ça peut être très bien fait aussi dans ce sens. Tout progrès dans ces formes de justice est déjà en soi un progrès. Alors, je vois qu'il y a un certain nombre de questions qui m'ont été encore posées et je vais y répondre avant de clore mon intervention. On a savoir comment la Russie parvient à contourner les sanctions, comment Israël agit sans pression internationale et comment les sanctions ont paradoxalement rendu le M23 plus inhumain. Ouais. Comment peut-on renforcer le régime des sanctions pour éviter deux poids, deux mesures et garantir qu'elles soient réellement efficaces, cohérentes et orientées vers la protection des populations plutôt que vers la prévention des consciences? Alors c'est surtout la fin de votre question, madame, qui est très intéressante parce que, au fond, oui, à quoi servent les sanctions? Et peut-on le faire? Vous prenez en fait trois cas de figure qui sont complètement différents les uns des autres. Hein, et je vous l'ai dit tout à l'heure, mais en matière de justice transitionnelle, il n'y a pas de règle simple. Hein, il n'y a pas de taille unique. C'est pas en reproduisant exactement la même chose que ce qu'on a fait dans notre État qu'on va réussir à trouver une solution. Et donc, l'efficacité des sanctions, elle est quand même assez liée au contexte dans lequel on se trouve. Alors, vous prenez l'exemple de la Russie. Je vous rappelle quand même qu'il y a deux dirigeants, dont le président, qui sont accusés par la Cour pénale internationale. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais ça marche pas puisqu'il est toujours au pouvoir. Oui, là, je suis d'accord avec vous. Le problème étant que c'est la même chose d'ailleurs pour les dirigeants israéliens. Le jour où ils seront plus au pouvoir, ils continueront quand même à être accusés de ces crimes. Et je dirais que l'un des points fondamentaux de la poursuite pénale internationale, qui d'ailleurs se combine parfaitement avec ce que je viens de vous expliquer ce soir, tient au fait que ces accusations, enfin ces poursuites dirigées contre des dirigeants, elles continueront à exister
quel que soit, je dirais, le régime et quelle que soit la suite, et elle concerne des individus pour des crimes qui sont considérés comme imprescriptibles. Donc ça veut dire que même si dans 20 ans on arrive à les attraper, ben, elles sont toujours poursuivies. Et c'est peut-être là la force du système. Alors la force, c'est encore hypothétique, mais c'est ça. Alors la deuxième chose, vous parlez du M23, qui est plus virulent aujourd'hui qu'il n'était par le passé, parce que et des menaces de sanctions. Oui, les menaces de sanctions, ça peut avoir un double effet. Un effet, je dirais, qui calme les ardeurs de ceux qui commettent des crimes, comme ça peut avoir pour effet de les décupler. Et en fait, j'ai pas de réponse à votre question plus exactement. Euh, Si j'avais une réponse miracle à apporter, d'abord, je pense que je ne serais pas le premier à l'avoir trouvé. Et deuxièmement, je crois qu'il faut se rendre compte que la comptabilisation des violences et les réponses qui vont leur être apportées sont quelque chose de tout à fait fondamental. Et que imaginer un système de sanctions, ça veut dire qu'il faut l'adapter au contexte dans lequel vous êtes. Mais si vous appliquez les règles classiques de la sanction, vous n'irez pas très très loin. Et j'ai peur que le fait d'avoir, je dirais, d'arrêter les personnes, alors, les responsables sont aussi, hein, ça il faut, c'est d'ailleurs, je dirais, le rôle majeur que la justice pénale nationale et internationale doit continuer à défendre, c'est que il ne faut pas relâcher les pressions hein, sur ces personnes-là et savoir qu'à un moment ou à un autre, il faudra qu'elles payent le prix. Alors aujourd'hui, le système est encore imparfait, mais c'est comme ça qu'il devrait fonctionner. En revanche, si vous prenez, je veux dire, toutes les violations qui sont commises euh, par les individus qui sont des personnes qui obéissent, là, la situation est beaucoup plus difficile à régler. Hein. Et pour que ce soit efficace, cohérent et orienté vers la population, des populations, je pense qu'il faut autre chose que du droit. Hein. Et là, on est clair, on est dans quelque chose qui est assez évolutif. Mais vous avez tout à fait raison. Hein. Je crois que repenser la sanction, c'est repenser ça à la fois dans chaque contexte et en tenant compte, je dirais, des personnes que l'on veut sanctionner. Savoir aussi comment on peut, en les sanctionnant, les réintégrer plus tard. Parce que c'est ça aussi. Hein. Vous n'allez pas mettre, je dirais, 20 ou 30% de la population derrière la barreau pendant toute leur vie. C'est irréaliste. C'est irréaliste. Donc, il faut à la fois garder ces principes, et ces principes, il faut continuer, je dirais, à les défendre et à les promouvoir. Mais à côté de ça, il faut essayer de penser concrètement comment on peut obtenir la meilleure solution. Alors, il y a une dernière question qui est passée, qui est posée par Dieu merci, beaucoup, merci, parlant du pilier de la répartition, la réparation, je pense que c'est. Hein. Pouvez-nous considérer l'environnement comme une victime dans un processus juste? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas très difficile d'ailleurs de considérer les atteintes à l'environnement comme quelque chose qui peut être pris en compte par la justice traditionnelle pour une bonne et simple raison, c'est que le pilier des réparations dans la justice traditionnelle a toujours été conçu comme un élément individuel, mais aussi collectif. Et donc, comme l'environnement et la protection de l'environnement nous concernent tous, il y a à la fois une dimension individuelle, bien sûr, mais aussi collective, qui permet, je dirais, sans problème de prendre des mesures qui seraient, je dirais, en lien avec cette protection de l'environnement. Bon, il y a notamment toute la réflexion qui a été lancée sur l'écocide, sur cette idée qu'il y a des mesures immédiates à prendre. Alors, il existe déjà des conventions internationales, notamment en cas de conflit armé, tout ce qui est lié, je dirais, à la modification de l'environnement est interdit. Mais bon, il faut dire les choses comme elles sont. Oui, c'est possible. Et deuxièmement, il faut encore inventer les mesures en matière de réparation, mais oui, notamment lorsqu'il s'agit de pollution, de choses qui auraient été faites. Alors vous allez me dire comment on fait ça? On fait travailler ceux qui ont commis les actes criminels. Des travaux d'intérêt général, c'est à mon avis plus efficace d'ailleurs que l'enfermement. Vous avez cassé, vous allez réparer.
Alors, vous allez me dire comment. Ils iront planter des arbres, ils iront essayer de limiter les effets des dégâts qu'ils ont connus. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé pendant cette heure et quart. Et en tout cas, je me félicite d'avoir été associé par notre ami Giscard à cette manifestation. Et je vous remercie de votre attention et de vos questions. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, cher professeur. C'est vraiment à nous de vous remercier pour avoir accepté notre invitation. Ce n'est pas toujours facile d'avoir un expert et de le retenir pendant plus d'1h30 pour nous former, nous capaciter. C'était 1h30 de formation, 1h30 où on a appris des choses que d'autres apprennent pendant 2 années. Vraiment, nous sommes ravis pour vos pertinentes interventions, pour les réponses apportées aux différentes questions. Je ne veux pas y revenir pour ne pas altérer ce que le professeur a pertinemment avancé ou donné comme réponse. Donc, je vous remercie, cher professeur. Merci aussi pour votre participation. Alors, s'il y a d'autres questions, on va essayer d'y répondre ou de les envoyer au professeur et de vous revenir avec de suite. Là, nous sommes déjà à la fin de notre programme. Aujourd'hui, c'est Aki Institute qui vous a accueilli dans cette belle aventure aussi bien scientifique, académique, mais aussi bénéfique pour surtout nous, les défenseurs des droits humains. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que c'était même ça l'idée de Aki Institute, créer un espace où les jeunes défenseurs des droits de l'homme peuvent apporter un plus dans tout ce que notre région, la région du Kivu, la région de Grand Lac connaît. Et nous pensons qu'avec ces genres d'intervention, avec ces genres de formation, j'appelle ça formation, pas seulement un simple webinaire, nous sommes suffisamment armés pour apporter des solutions à des questions qui se posent dans nos milieux de vie. Du jour au lendemain, même à l'instant même où on est en train de faire ce webinaire, dans un coin du pays ou dans un autre, par exemple en RDC, il se passe encore des atrocités. Donc, on a toujours besoin de ces notions pour bien avant, pour être toujours à même de répondre quand nous sommes, par exemple, quand la société en fait, a besoin de ce genre de réponse à certaines questions qui se posent. Donc, c'est un peu ça. Nous intervenons dans le domaine de droits humains, mais aussi la paix, le règlement pacifique de conflits, mais aussi la protection de l'environnement. J'ai apprécié une question qui a touché l'environnement comme victime, ce qui est très intéressant dans ces sens. Donc, ce que nous pouvons demander à tous les participants, n'hésitez pas à la prochaine de participer à nos différentes activités. Nous avons commencé ces exercices